Mes très chers fans de catch, il est temps de parler de Revolution. Je suis là, moi, Kozak, pour donner, non pas mes pronostics, mais donner mon avis et sur comment je bookerai ce pay-per-view. Alors, il ne sera pas booké de cette manière puisque je ne suis pas Tony Khan et que je book mieux. Donc voilà, ce que vous allez voir, ce ne sera pas le show, vous risquez d'être déçus pendant le show, donc voilà, ne prenez pas ce que je veux dire comme argent comptant. Non, effectivement, je plaisante. Non, je plaisante, c'est juste que ces dernières semaines, je n'ai vraiment pas beaucoup aimé le produit AEW qui était vraiment décevant chaque semaine avec au final quand je regarde cette carte uniquement 2 matchs sur 8 qui me hype littéralement, un où je suis un petit peu intéressé et le reste, 5 autres, plus de la moitié que je n'ai à vrai dire pas envie de voir. C'est énorme, c'est beaucoup, ça veut dire que c'est pas une bonne construction, une très bonne construction de la part de l'AEW. Donc, ce que je vais dire, encore une fois, ce ne sont pas des prédictions, je ne mets pas à la place de Tony Khan pour donner mon avis, je dis juste qu'est-ce que je ferais, qui je ferais gagner dans ce show Revolution. Et on va parler de ces matchs dans l'ordre de ceux qui me hype le moins à ceux qui me hype le plus, ce qui me donne envie, ne faisons pas d'anglicisme. Commençons par le fond de ce que je ne veux pas du tout voir, ce qui ne va pas m'amuser, ce que je vais sûrement skipper au bout de quelques minutes parce que je me connais. Parlons des championnats trio de la l'AEW défendus par l'élite qui affronte la House of Black. Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson versus Alistair Black, Malakai Black, excusez-moi, Brody King et Buddy Matthews. J'aime bien les talents de la House of Black, je n'aime pas la House of Black. J'aime beaucoup Malakai Black. Beaucoup de présence, très unique dans un ring, pas la meilleure promo, mais encore une fois, l'habillage, quelque chose de solide, un bon talent qu'on a envie de builder. Et sa rivalité face à Cody Rhodes, qu'on avait fait ses débuts à l'AEW, j'avais adoré à l'époque. Brody King, pareil, pas la meilleure promo, mais le look, il en impose. Il y a quelque chose qui se passe avec Brody King sur la ring, on n'a pas rigolé, je me rappelle de ce match contre Darby Allin qui était intéressant. Buddy Matthews, bonne musculature, bonne chaîne dans un ring, il a des enfances très réalistes et très puissantes. Ils sont bons individuellement et ils se rabaissent avec ce trio. Ça fait des semaines qu'ils ont fait leur retour, qu'ils sont à Rampage dans ce show que personne regarde, qu'ils ne sont pas à Dynamite. Là, ils étaient apparus cette semaine pour taper l'élite dans le dos, super, il n'y avait rien d'autre, enfin, on s'en foutait quoi. Malakai Black n'a pas brillé depuis qu'il a créé ce groupe, n'a jamais brillé depuis qu'il a fait ce groupe. Les gens aiment bien la House of Black sans réaliser que la House of Black enterre tous ses talents. Et les voici dans un pay-per-view pour jouer avec l'élite. Bah j'ai pas envie de voir ça parce que je sais qu'il propose des bonnes choses, mais je sais que ça va être un spot fest parce que l'élite n'est pas capable de faire autre chose qu'un spot fest. En particulier les Young Bucks. Ils ne sont pas capables de raconter une histoire correcte sans en faire des caisses, sans faire du no-sell, sans en faire 30 000 couches. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Et je n'ai pas envie de voir ce match. Et j'ai pas envie de voir Malakai Black, Buddy Matthews, Brody King, des talents que j'aime bien individuellement, jouer avec ces guignols. J'aimerais donner la victoire à l'élite, néanmoins, pour qu'ils conservent ces titres à la con qui ne racontent rien, qui ne servent à rien, qui n'ont aucun prestige dans cette compagnie, et pour que la House of Black arrête de jouer avec eux, qu'on split cette équipe et qu'on retrouve Malakai Black au sommet. Enfin, pas forcément qu'on split l'équipe, mais qu'on redonne un intérêt à ces catcheurs pour de la course individuelle. Oui, ils sont potes, mais ils catchent pour de l'individualité. On va chercher le TNT Championship, on va chercher la AEW World Championship, on va chercher ça. Voilà. Victoire de l'élite parce que ces championnats ont été créés pour eux et il n'y a aucune raison de changer de main. Suivant de ce qui me hype un petit peu plus, on est toujours dans quelque chose qui me hype pas, je rappelle que je n'ai pas envie de voir ces matchs, les 5 premiers matchs je n'ai pas envie de les voir, je le rappelle. Les Tag Team AEW Championship, les vraies équipes du coup de l'AEW, le championnat est vendu par les Guns contre The Acclaimed, contre Jelita Jeff Jarrett et contre Orange Cassidy, l'attardé à la poche, et Danhausen, le con qui lance des malédictions. C'est un foutoir sans nom ce championnat. La EW, sous prétexte qu'à chaque Revolution, c'est un triple threat, et là maintenant un Fatal 4-Way, il faut s'en tenir à ça. Sauf que non, là il y avait une histoire qui était racontée, les Guns ont pris les titres à The Acclaim, ils leur ont volé les titres, littéralement, c'était pas cool, il y a eu beaucoup de hits, un froid clinique dans l'arène, et c'était plutôt chouette. L'histoire, c'est la revanche de The Acclaimed. Et là, toute cette histoire est perdue dans ce qui va être un spot fest. Un spot fest
mêlé à de la comédie, à cause de la présence de la poche et du con qui lance des malédictions. Ça va être un foutoir sans nom, ça n'a rien raconté, c'est le bordel, spot sur spot sur spot sur spot. Et on s'en fout, l'histoire Guns Acclaimed, elle est gâchée par principe de faire un Fatal 4-Way pour les Tag Team Championship, parce qu'à Revolution on a toujours fait ça. Mais c'est ridicule, c'est risible, on s'adapte au contenu, on arrête de s'en tenir au plan, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on obtient. Quand on voit une clean nucléaire de la part des Guns et que The Acclaimed ont une grosse histoire avec cette équipe et qui sont aimés par la foule, on fait un 2v2 classique. On continue l'histoire. Et soit on propulse les Guns en avant, soit on raconte la rédemption et la victoire de The Acclaimed qui se réaffirme, qui remonte sur le devant de la scène, qui reprend les titres qui leur ont été volés. Voilà, une belle histoire. L'un ou l'autre. Mais pas cette merde de Spotfest qui va rien raconter. Du coup, dans cet intérêt, il est évident qu'il faut faire gagner les Guns, parce que l'équipe qui va gagner les titres dans ce contexte-là ne va rien vraiment gagner. Il n'y aura pas de prestige à gagner les titres dans une condition pareille, dans un Spotfest nul à chier comme ça. Donc, les Guns conservent leurs titres en faisant le tomber par pitié sur les pits, sur Orange Cassidy et Danhausen, parce que il n'y a que ceux qu'on fait le tomber, évidemment. Évidemment, putain. Mais non, je pense que c'est Jay Lethal ou Jeff Jarrett qui va se prendre le tomber. Comme d'habitude. Sur ce qui me hype le moins, on a Chris Jericho contre Ricky Starks. Rappelez-vous à quel point Ricky Starks était hot. Rappelez-vous à quel point c'était le top babyface de la WWE en décembre 2022. Rivalité face à MJF en championnat mondial. Les gens sont à fond derrière lui. Il dégage de la sympathie de ouf. On a envie de croire en lui. On a envie de voir la rivalité continuer. Et c'est là que Jericho arrive, parce que dans les plans de Tony Khan, c'était Bryan Danielson face à MJF et pas autre chose. Il ne s'est pas adapté, encore une fois. Il s'en est tenu au plan. Mais là, il fallait s'adapter. Parce que les gens voulaient voir Ricky Starks face à MJF pour la revanche. On aurait eu Bryan Danielson contre MJF plus tard. Plus tard, c'est pas grave. On s'adapte. On change de plan. Parce que ce qui se passe, c'est que le babyface le plus hot en décembre 2022, Ricky Starks, a perdu de sa hype semaine après semaine dans le tunnel de Jericho. Le tunnel qui aspire la hype d'un catcheur, qui aspire tout, qui prend toute la lumière sur lui. Je pense que Tony Khan n'est pas suffisamment con pour faire perdre Ricky Starks. Je pense que Ricky Starks va gagner, et évidemment c'est ce que je bookerais, une victoire de Ricky Starks pour en terminer. Voilà, c'est le point final de cette rivalité à la con, évidemment. Mais il n'empêche que le mal a été fait. Ricky Starks n'a plus la hype qu'il avait en décembre. Il n'a rien gagné face à cette rivalité avec Chris Jericho. Rien gagné. Ça a servi uniquement à Chris Jericho qui prétend élever les jeunes talents, mais ce n'est pas vrai. C'est un prétexte, ce mec-là, c'est un cancer de l'AEW. Je le répète et je le répéterai, je ne veux plus le voir à la télé. Il se donne des apparences, il se donne des genres, il se donne des airs, il insulte d'autres catcheurs qui, eux, élevaient des jeunes talents comme CM Punk. Sans CM Punk, on n'a pas Hobbs ni Ricky Starks à l'heure actuelle qui sont over, on les a pas comme ça. On n'a pas Darby Allin qui a eu son rêve d'affronter CM Punk, même si après ça a été gâché par la décision de booking de Tony Khan. Mais il traite CM Punk de cancer, et alors que c'est lui le cancer. Et il faut que les gens, que les spectateurs de la AEW, que Dave Meltzer qui nomme Chris Jericho 6e meilleur catcheur au monde de l'année, je crois. Mais c'est une blague. C'est une putain de blague. Bref, là je m'égare. Mais évidemment, restons sur AEW, sur Revolution. Victoire de Ricky Starks, évidemment, pour le pauvre Caprice Superbe, pour qui sorte cette rivalité. Il aura rien gagné, mais au moins qu'on en finisse. Qu'on en finisse. J'ai même pas envie de les voir se taper dessus. Hein. Ça fait des semaines que je les supporte, en fait, et j'en ai marre. Donc juste qu'on en finisse, quoi. Victoire expéditive, par pitié. Suivant, les femmes, AEW Women's Championship, Jamie Hayter la championne dans un triple threat face à Saraya et Rubiso. Construction pas terrible, heel turn de Saraya et Toni Storm, qui a donné naissance à des heels agaçantes mais non pas dominantes, très peu de victoires de leur part. Rubiso qui est relancé sur le devant de la scène, pourquoi? Je trouve ça dommage, j'aurais bien aimé juste un 1v entre Jamie Hayter et Saraya, ça aurait eu plus de sens. Peut-être ils ont pris cette décision pour faire une transition naturelle
de Jamie Hater en babyface, et là on passe plus sur une Jamie Hater twin. Voilà, on a la face Rubisso, la twin Jamie Hater et Saraya la heel. Mais même pas besoin, je sais pas pourquoi il y a eu cette décision, ça me paraît assez étrange en fait. Mais bref, un triple threat, je suis pas très fan du travail de Saraya. Alors oui, elle est insupportable, mais sur un ring, c'est pas encore ça. Rubisso, qui sait qu'on a quelque chose à foutre? En fait, il y a juste Jamie Hater qu'il faut continuer à propulser. Et en fait, voilà, on fait ce match, on fait gagner Jamie Hater, tomber sur Rubisso, et on continue cette rivalité pour un 1v entre Jamie Hater et Saraya. Oui, ça peut être chouette. C'est comme ça que je le bookerai en tout cas. Euh, J'attends pas grand chose de ce match, je pense pas que ça va être incroyable. Voilà, victoire de Jamie Hater sur Rubisso. Suivant, on a le Texas Deathmatch, dernier match qui ne me hype pas du tout. Jon Moxley face à Adam Page. Pourquoi ça ne me hype pas? Parce que je connais Jon Moxley. Ça fait des semaines que je le vois saigner, que je le vois faire ses trucs. C'est pas un catcheur, Jon Moxley. C'est un brawler qui fait des trucs à l'expert du ring avec des chaises, etc., etc. Enfin, il fait ce qu'il aime et c'est chouette. Mais putain, meilleur catcheur de l'année par Dave Meltzer, sans déconner. Mais ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais bref, c'est l'opinion des gens. Je ne critique pas Jon Moxley. Je ne hais pas Jon Moxley. Juste, ça me fatigue. Ça me fatigue ce qui est. Ça sa manière de persister à se faire saigner pour rien, à faire toujours la même chose, et c'est pas... Bref, ça... Débat à part, on a ce match Jon Moxley contre Adam Page, deux babyface qui s'affrontent, même si clairement Jon Moxley est tourné heel face à Evil Uno, sauf que la semaine dernière, enfin cette semaine pardon, il a fait cette promo dans les couloirs où il paraissait encore comme un badass, il avait la tête en sang, il était en mode mais je vais t'exploser la gueule, je vais te battre et tout, bref, gros badass, donc il reprend un peu de power de babyface en fait, donc je suis sûr que dans ce match, il sera pas traité comme un heel, il fera très peu de manœuvres de heel, ou alors il le fera, mais après ce match, il redeviendra un babyface. Enfin, je veux dire, c'est tout un prétexte. Il est pas capable de faire autre chose que son truc de badass et que tout le monde l'aime, etc., etc. Bref, c'est chiant. Mais victoire d'Adam Page, je pense il faut faire gagner Adam Page dans ces conditions-là. Enfin, toute l'histoire, c'est que Adam Page batte Jon Moxley de manière clean dans son environnement, dans un Texas Deathmatch qui surmonte tout ça pour qu'on réélève un peu Adam Page sur le devant de la scène. Jon Moxley n'a pas besoin de victoire. Pas besoin. Il est déjà suffisamment présent sur nos télé pour qu'il ait besoin de victoire. Ça suffit. Victoire d'Adam Page qu'on a plus besoin que Jon Moxley, évidemment. Et donner un peu de pop à la foule qui a besoin de voir des babyface gagner. Voilà. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans les 3 matchs qui me hype un peu. Il y en a un match qui me hype un peu uniquement grâce au heel. Christian Cage face à Jungle Boy. Jack Perry. Alors, ce match, il me hype pas du tout. Hein. Il m'a hypé uniquement grâce à la promo de Christian Cage cette semaine. Comme quoi le mec a fait un travail de dingue. J'ai juste envie de voir, en fait, où ils vont aller avec ça. Je pense que Tony Khan va faire gagner Jack Perry. Évidemment, c'est l'histoire, après tout ça, après tout le mal que a fait subir Christian Cage après tous ces mois, la trahison de Luchasaurus, etc., etc. Bref, une histoire qui s'est un peu perdue à cause de la blessure de Christian Cage. Ça fait des mois qu'on l'a pas vu, là, elle est remise sur le devant de la scène comme ça. Hop, on est censé l'accepter. Il va s'en tenir au plan, il va faire gagner Jack Perry parce qu'il est incapable de s'adapter. Mais soyons honnêtes 2 secondes. À sa place, oui, je ferai gagner Christian Cage. Évidemment que je ferai gagner Christian Cage. Parce que je me base sur les faits qu'il a dit et ce qui me paraît vrai. Oui, c'est le heel, mais je suis d'accord que Jack Perry n'est pas prêt encore pour être propulsé. Il n'est pas encore prêt. Et je ne demande pas à ce qu'il soit enterré. Je veux qu'il soit subi dans la défaite parce que bien sûr qu'il est prometteur, il a une belle gueule, etc., etc. Mais il n'est pas encore prêt pour battre un vétéran de la trempe de Christian Cage qui peut peut-être encore élever d'autres talents qui, eux, méritent plus d'être sur le devant de la scène. Avoir un Christian Cage dominant, menaçant, face à d'autres babyface qui, eux, devraient être plus élevés. Ça vous donne pas envie une rivalité Ricky Starks face à Christian Cage? Par exemple, moi, ça me donne vraiment envie, ce genre de choses. Parce que il y a beaucoup plus de promesses en Ricky Starks ou dans d'autres babyface que dans Jack Perry, qui, oui, n'est pas encore convaincant dans ses promos, a encore cette tendance à en faire un peu trop sur un ring, à faire du overselling. Je rappelle que le mec s'est débattu d'un F5 de Brian Cage récemment. Enfin, mais putain, mais sérieusement, quoi. Enfin, bref. Je ferai gagner Christian Cage parce que je suis d'accord avec lui sur ses dires que Jack Perry n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, ce match me hype juste pour que je vois Christian Cage mettre en avant ce jeune talent qui est Jack Perry, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, il le mettra en avant. Suivant le TNT Championship, Samoa Joe défend face à Wardlow. Et enfin, un match qui me hype. Putain, ce show, le problème que j'ai, c'est que ce show va être très très long. Le main event va durer 1 heure déjà. Et on a 7 autres matchs.
on va avoir un show qui va durer entre 4h30 et 5h, voire plus. Et ce qui me fait chier, c'est que j'ai que 2 matchs qui me hype et que je vais être fatigué de les voir parce que je vais me taper toute la merde avant. Parce que oui, ils vont arriver tard ces matchs, ils sont très hypés, c'est ceux que les gens attendent le plus, ils vont arriver tard et on va être fatigué avant de les voir, quoi. Donc, bref, cela étant dit, Samoa Joe, champion TNT face à Wardlow, ancien champion TNT. Grosse rivalité. Samoa Joe qui a découpé les cheveux de Wardlow, une construction qui était géniale. Hein. Jusque-là, avec la dominance de Wardlow, Samoa Joe qui lui vole le titre, qui lui enlève avec la pro de Wardlow, on l'a appris, qui enlève ce qu'il attachait à son père, en fait, l'hommage à son père qui lui arracha de sa vie. C'était une super construction jusqu'à ce qu'on ait tout ce bordel avec Darby Allin qui ôte le titre de Samoa Joe pour aucune raison, pour le conserver un mois avec des défenses de titre, bah ouais, sympa. Puis Samoa Joe le reprend et pour que Wardlow... Enfin bref, un égarement qui s'est passé au mois de janvier que personne n'a compris. Tout ça pour faire plaisir à Darby Allin, pour lui faire plaisir, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est son copain qu'il faut donner un titre. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fait un business, bordel de merde. Bref. Mais Samoa Joe a repris, après cette petite égarement qui était lamentable, Samoa Joe a repris son titre et l'arrivée face à Wardlow reprend. Quel que soit le résultat, je serai content. La construction était suffisamment bonne, les 2 catcheurs ont suffisamment été établis. Samoa Joe, roi de la télé, gros physique, gros potentiel, énorme promo. Wardlow, plus jeune, plus vert en promo, mais qui a toujours été très jouissif. Mais je ferai conserver son titre à Samoa Joe. Et j'adore Wardlow. Et je sais que Samoa Joe va le faire subir à la défaite, qu'il va tout donner. Mais je pense que Samoa Joe est plus intéressant en tant que champion que Wardlow à l'heure actuelle. Wardlow doit encore faire ses preuves en promo notamment. En promo notamment pour hyper ses matchs. Il n'a pas le talent qu'a Samoa Joe pour hyper des matchs. Et pour être champion, tu dois avoir ce talent malheureusement. Mais encore une fois, pas entièrement. Wardlow est génial, il a un physique de dingue, il a une gueule de ouf, il est jouissif dans beaucoup de choses qu'il fait. Il manque juste ce truc dans la promo. Donc je ferai gagner Samoa Joe. Voilà. Mais j'ai hâte de voir ce match. Quel que soit le vainqueur, je serai content en fait. Et je m'en fous, j'ai juste hâte de voir ces 2 mecs se foutre sur la gueule, putain. Après tous ces mois, toute cette haine, ça a bien été buildé, quoi. Ça va être chouette, il va être chouette ce match, il va être sympa à regarder. Et enfin, le main event qui me hype le plus, le titre, le championnat principal de la AEW, le championnat du monde, MJF défend face à Bryan Danielson dans un Iron Man match, 60 minutes où il faut faire un maximum de tombées sur l'adversaire. Bah ouais, ça va être un banger ce match. On a Bryan Danielson qui est le roi de la technique, qui est le roi des Iron Man match, qui est le roi de l'endurance, face à un jeune talent, MJF, qui est un des faciès parfaits, qui sait très bien, malgré son jeunesse, comment raconter une histoire sur un ring. 60 minutes pour raconter une histoire, ça va être génial. Ça va être génial. Il est bon techniquement. En plus, ce que MJF est très safe et très bon techniquement dans un ring. Le voir se battre contre Bryan Danielson pendant 60 minutes, ça va être fantastique, ça va être fou. Donc, oui, victoire de MJF. Il faut qu'il continue son run, ça a duré très peu de temps. Et il faut qu'il soit champion quand CM Punk reviendra. C'est ce que tout le monde veut voir. Donc, évidemment, victoire de MJF. Mais j'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte de voir l'histoire qu'ils vont raconter. Bryan Danielson est très bon techniquement, mais aussi magique pour raconter des histoires. Ça va être fantastique. Ça va être un très 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 bon match de catch. Une construction qui a été peut-être un peu longue, qui a perdu dans son attaque, parce qu'on ne voulait pas forcément voir Bryan Danielson affronter MJF, mais plus Ricky Starks à la toute base. Donc il y a eu un départ un peu lent, puis après ça a un peu tourné un peu en rond. On est revenu sur ce qui était fait à l'époque contre CM Punk, c'est-à-dire d'abord se battre ces 5 mecs avant de m'affronter, etc. Bref, un peu de remplissage en fait pour meubler les 2 mois de rivalité. On en y arrive finalement. On est hypé. Même si ça tourne en rond, on est hypé parce que ça va être fantastique. C'est Bryan Danielson et MJF, je veux dire. Enfin, bien sûr qu'on va être hypé. Victoire de MJF. Voilà, c'est ce que je bookerai. Donc, pour rappel, pour refaire un petit résumé de tout ce show, pour les matchs par trio, l'élite conserve. Pour les Tag Team Championship, les Guns conservent. Pour Chris Jericho contre Ricky Starks annule Chris Jericho et on termine avec cette rivalité pour se battre contre Christian Cage. Ce serait chouette. Pour les championnats féminins, Jamie Hayter conserve. Pour le Texas Deathmatch, Adam Page bat Jon Moxley. Pour Christian Cage contre Jungle Boy, Christian Cage fout une clim en battant Jungle Boy. Pour le TNT, Samoa Joe conserve. Et pour la WWE World Championship, MJF conserve. Vous constaterez que tous mes champions conservent dans mon booking, parce que je les trouve bien en tant que champion. Donc j'imagine que ce n'est pas ce qui va se passer, qu'il va y avoir 1 ou 2 changements dans les champions, en tout cas.
Nous verrons bien ce qui se passe. En tout cas, c'était Kozak Cage. Kozak tout court, qu'est-ce que je raconte? Kozak, mais j'aime beaucoup Christian Cage, j'aime beaucoup son travail. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch, et passez un excellent Revolution. Et dormez bien, ça va être une longue soirée.